C'est donc la dernière table ronde de la journée. Comment lutter contre l'intimidation judiciaire? Et je vais donc donner la parole à Christina Kruger qui va introduire. Alors, ouais, exactement. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière table ronde de notre journée consacrée au rôle de l'avocat dans la lutte contre les injustices. Et nous allons ensemble aborder un sujet malheureusement d'une grande actualité, lui aussi, tant le phénomène prend de l'ampleur et se diversifie. Il s'agit des poursuites bâillons, connues chez les anglo-saxons sous l'acronyme SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. En effet, ça fait plusieurs années qu'on note la recrudescence de ces pratiques qui consistent pour les pouvoirs publics ou des intérêts privés à mettre en œuvre des moyens légaux disponibles dans nos systèmes démocratiques, qu'il s'agisse d'actions civiles ou pénales, des procédures en diffamation notamment, pour faire pression sur des groupes qui les dérangent, pour avoir dénoncé certains de leurs agissements ou tout simplement les avoir critiqués. Les cibles de ces tentatives d'intimidation sont variées. Il peut s'agir de journalistes, de militants, d'ONG ou encore de défenseurs des droits de l'homme et parmi eux les avocats. Bref, toute personne qui exerce un rôle de vigilance, en fait, de critique, de lanceur d'alerte pour la défense des intérêts publics. Le but est en réalité de paralyser l'action de ces défenseurs en les affaiblissant par des demandes d'indemnisation extravagantes ou tout simplement, déjà dans un premier temps, de les entraîner dans des procédures judiciaires coûteuses dans lesquelles ils sont contraints d'assurer leur propre défense. Et ce faisant, en fait, on assiste à un détournement du débat de la sphère politique à la sphère juridique. Et c'est un véritable dévoiement de notre système légal et judiciaire démocratique, avec pour résultat des atteintes manifestes à la liberté d'expression ou d'information. Alors, les instances européennes se sont saisies du phénomène. La Commission a inclus les poursuites bâillons dans son plan d'action pour la démocratie 2021. Un groupe de travail a été créé. Une feuille de route publiée le 4 octobre 2021 qui annonce des mesures pour 2022, suite à une consultation publique qui d'ailleurs s'est terminée là le 10 janvier et à laquelle le Conseil des barreaux européens a d'ailleurs participé. Le CCBE qui, à travers le comité accès à la justice, participe activement aux travaux du groupe d'experts de la Commission et œuvre notamment pour que les avocats soient inclus à part entière comme victimes de ces poursuites bâillons et pas seulement à travers leurs clients. Le Parlement européen a aussi déjà s'est saisi du sujet. Le 11 novembre 2021, une résolution pour la protection des journalistes, des ONG et de la société civile a été adoptée avec une définition de la procédure bâillon, des propositions pour prévoir des sanctions contre ces pratiques. Le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme également se saisissent du sujet et œuvrent, mais on note que le phénomène s'amplifie et il est essentiel d'en prendre conscience et de poursuivre les efforts justement contre ces abus. Et pour évoquer ce sujet avec vous, sont à mes côtés des témoins de premier ordre de ce que l'intimidation judiciaire effectivement signifie dans la réalité. Je veux tout de suite, parce que le temps est compté, je vous les présenterai au fur et à mesure, mais je souhaite tout de suite saluer la présence parmi nous de M. Paweł Juszczyszyn, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, juge polonais siégeant au sein du tribunal régional d'Ostynie, qui est le premier magistrat à avoir voulu contrôler la légitimité du nouveau Conseil national de la magistrature polonais en application de l'arrêt de la CJE du 19 novembre 2019. Et cette volonté de transparence et de préserver l'indépendance des juges lui a valu des sanctions, et c'est justement ce qu'il va évoquer avec nous et partager justement, et je lui laisse tout de suite la parole. Je remercie aussi tout de suite Maître Anna Gouttière, que je vous présenterai plus tard, parce qu'elle va assurer la traduction pour qu'on puisse correctement suivre ces échanges. Et je la remercie beaucoup d'avoir accepté cette mission. Voilà. Monsieur le juge, je vous laisse la parole. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Strasburga i bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de cette invitation et de la possibilité d'être venu à Strasbourg pour partager mes réflexions.
Proszę Państwa, w Polsce obecnie w sferze praworządności, wymiaru sprawiedliwości dzieje się bardzo źle. Actuellement en Pologne, la situation en termes d'état de droit n'est vraiment pas simple. Nous avons énormément de problèmes. Poczynając od końca 2015 roku doszło w polskim systemie prawnym do szeregu fundamentalnych zmian. Depuis 2015, nous avons enregistré toute une série de réformes fondamentales. Zmiany te są oczywiście i rażąco sprzeczne z polską konstytucją, ale także ze standardami prawa Unii Europejskiej, jak i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Et tous ces changements sont non seulement contraires à la constitution polonaise, mais surtout elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Union et évidemment à la Convention européenne des droits de l'homme. Wszystko zaczęło się od demontażu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tout a commencé par le démantèlement de la Cour constitutionnelle polonaise. Z uwagi na bardzo krótki czas, który mam, powiem krótko. W tej chwili w Polsce niezależnego Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Je vais être très bref. Je vous dirais tout simplement que, à vrai dire, aujourd'hui en Pologne, il n'y a pas de Cour constitutionnelle indépendante. W polskim Trybunale Konstytucyjnym zasiadają nielegalnie powołani na stanowiska sędziów tak zwani dublerzy. La Cour constitutionnelle aujourd'hui est formée de magistrats qui ont été illégalement nommés par le pouvoir et qui ont en quelque sorte une qualification de doublon. Są to osoby, które zostały powołane na miejsca już wcześniej zajęte przez legalnie wybranych sędziów przez poprzedni parlament. Ce sont des personnes qui ont été nommées à ces fonctions en remplacement de personnes tout à fait normalement et légalement élues ou choisies par les organes compétents du système politique antérieur. Dodatkowo na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego została w sposób nieprawidłowo wybrana osoba, która, co istotne, decyduje o składach sędziowskich rozstrzygających w konkretnych sprawach. Qui plus est, le président de la Cour constitutionnelle a été nommé de manière illégale, irrégulière, et pourtant c'est cette personne qui a le pouvoir de nommer les juges à tous les niveaux en Pologne. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w orzeczeniu Xeroflor przeciwko Polsce La CEDH, dans un arrêt Xeroflor contre Pologne, potwierdził, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce, orzekając w składach z udziałem tych tak zwanych sędziów dublerów, nie spełnia standardów artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka statuującego prawo do sądu. s'est clairement prononcée en ce sens qu'elle estime que la formation des juges irrégulièrement nommés par le pouvoir en place qui siègent au sein du tribunal constitutionnel n'ont pas une fonction judiciaire légale et donc que leurs décisions doivent être considérées comme nulles et non avenues. I teraz już tylko skrótowo. Prokuratura została upolityczniona, całkowicie podporządkowana szefowi jednej z partii koalicyjnych, ministrowi sprawiedliwości, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym. Mais il y a pire. Le pire, c'est qu'actuellement, l'ensemble du parquet polonais est complètement politisé et l'ensemble des membres de ce parquet, des procureurs, est à la botte du pouvoir, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont entièrement sous la coupe du ministre de la Justice. I właściwie najważniejsza zmiana, będąca takim źródłem zła, Et je pense que l'une des choses les pires qui représente le mal avec un grand M, to jest upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce.
c'est la politisation de la Chambre nationale judiciaire. C'est ce qui répondrait à la définition du Conseil national judiciaire, celui qui nomme donc les juges. Zgodnie z polską konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa jest takim organem mieszanym, gdzie jest zarówno reprezentacja polityczna, jak i reprezentacja sędziów. Selon la constitution polonaise, ce Conseil national judiciaire a une formation paritaire, c'est-à-dire qu'il est composé à la fois de juges, de magistrats, mais également de représentants politiques. W marcu 2018 roku doszło do fundamentalnej zmiany. Otóż sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zaczęła wybierać większość parlamentarna, a więc władza polityczna. En mars 2018, il y a eu un changement, c'est-à-dire que la nomination des magistrats au sein de cet organe a commencé à appartenir au Parlement polonais, au Sejm. Dla ogromnej większości prawników, w tym autorytetów prawniczych w Polsce, było jasne, że jest to jawne, oczywiste, rażące złamanie polskiej konstytucji. Et pour pratiquement l'unanimité des juristes en Pologne, cela constituait une violation flagrante de la constitution polonaise. Dlatego też wybory do Krajowej Rady Sądownictwa w takim kształcie spotkały się z bojkotem sędziów. C'est pour ça que les élections, pseudo-élections, qui ont été organisées comme façade par le pouvoir en place, a été boycottée par les juges, et les juges ont refusé de participer à cette élection. Wymownym dowodem tego było to, że na 10 000 sędziów w Polsce swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa zgłosiło tylko 18 sędziów. La preuve de cela, c'est que, à vrai dire, il n'y a eu que 18 personnes qui ont candidé aux places, aux fonctions de ces juges, alors que nous avons en Pologne 10 000 magistrats. Na 15 członków zasiadających w tej Radzie. 18 candidats pour 15 sièges. Ça vous laisse deviner comment ça s'est passé. Żeby tego było mało, okazało się, że jeden z sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa nie zebrał nawet wymaganych tą ustawą niezgodną z konstytucją, nie zebrał wymaganej ilości podpisów, a tych podpisów poparcia sędziów wymagane było jedynie 25. Pour ajouter à tout cela, il faut que vous sachiez que l'un des candidats n'a pas réussi à réunir, selon les textes de cette même loi, qui était une nouvelle loi, les 25 signatures nécessaires de soutien. Według mnie, ale nie tylko mnie, jest to też jawny dowód na to, że sędziowie, którzy aktualnie zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie są przedstawicielami środowiska sędziowskiego. Selon moi, mais aussi d'autres de mes collègues, nous estimons donc que les personnes qui siègent au sein de ce Conseil national judiciaire ne sont pas dignes d'être les représentants de la magistrature. Ten sposób wyboru i obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa, którą my dla odróżnienia od legalnej Krajowej Rady Sądownictwa nazywamy neo-KRS, ce tribunal, parce qu'on ne peut pas l'appeler différemment, en fait, ce Conseil national, nous l'avons donc dénommé le néo-conseil, le néo-tribunal. I ten sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa prowadzi do tego, że wszystkie nominacje sędziowskie w Polsce są kwestionowane. Ceci a entraîné une réaction. La réaction a été que toutes les nominations
des juges au poste dans les tribunaux du pays ont été remises en question. I nie jest to tylko moja opinia, czy opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, którego jestem członkiem. Et ce n'est pas simplement ma propre idée, ma propre volonté de remise en cause, mais c'est également la position de l'association des juges en Pologne, qui s'appelle l'association Justicia, qui existe d'ailleurs depuis 30 ans, qui est une association très reconnue en Pologne. Et la plupart des juges de cette association se sont prononcés en ce sens qu'ils n'allaient pas reconnaître ces nominations de juges. Ale zostało to też potwierdzone zeszłorocznymi orzeczeniami zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i tutejszego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ce qui nous a réjouis, nous les juges, c'est que notre position a été confortée par les arrêts de l'an dernier qui ont été rendus tant par la Cour de justice de l'Union européenne que par le tribunal, que par la CEDH. Ale jeśli chodzi o orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które my, polscy sędziowie, jako również sędziowie europejscy chcemy i stosujemy. En ce qui concerne les arrêts de la Cour de justice que nous, en tant que juges polonais et européens, nous souhaitons et avons même l'obligation d'appliquer, to trzeba wskazać na orzeczenie jeszcze zapadłe 19 listopada 2019 roku w sprawie AK przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to Trybunał wówczas już potwierdził, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i Izba Dyscyplinarna utworzona w Sądzie Najwyższym powinna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej i nakazał polskim sądom badać te okoliczności i wpływ tych okoliczności, tej niezależności, czy to KRS-u, czy Izby Dyscyplinarnej, na niezależność powołanych neosędziów. Donc, ce qu'il faut donc bien noter, c'est qu'au regard de cette situation, un important arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 20 roku? To był 19 listopada 2019. Ah, 2019, pardon. Donc, arrêt de la Cour de justice AK du 19 novembre 2019 qui a considéré que le tribunal en question, le tribunal, le KRS, n'était pas un organe indépendant et impartial au sens des textes européens et notamment de la Convention, ne présentait pas les garanties au regard des citoyens et de ce fait inclinait les juges à chaque fois à contrôler la situation sur le terrain, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils devaient statuer sur une situation donnée, et la Cour de justice indiquait qu'ils devaient contrôler si la décision rendue par cet organe était rendue par un organe indépendant et impartial. Pierwszym sądem, który zastosował ten przełomowy wyrok z 19 listopada 2019 roku TSUE był Sąd Okręgowy w Olsztynie, w którego składzie ja jednoosobowo zasiadałem. J'ai été le premier à avoir appliqué cet arrêt de la Cour de justice en ma qualité de juge près du tribunal d'Olsztyn qui a eu à statuer sur une affaire de ce type. Rozpoznawałem apelację od orzeczenia wydanego przez neosędziego, a więc sędziego powołanego na wniosek Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. Il m'appartenait sur une procédure d'appel de statuer sur une affaire qui venait en appel, qui avait été rendue par un néo-juge. I przystąpiłem do badania niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Et donc, je me suis appliquée à examiner l'indépendance de l'organe qui avait rendu la décision de première instance. Zażądałem postanowieniem dowodowym
ujawnienia, przedstawienia sądowi list poparcia sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. J'ai donc demandé aux instances supérieures de me fournir la liste des soutiens, la liste des signatures de soutien à la nomination du fameux juge qui avait rendu cette décision. Wówczas władze polityczne, władze wykonawcze, ale i władze polskiego parlamentu ukrywały te listy, pomimo tego, że zapadły już wcześniej orzeczenia sądów administracyjnych, które stwierdzały, że jest to zwykła informacja publiczna, która powinna być upubliczniona, ujawniona wszystkim. Il faut savoir qu'à l'époque, le pouvoir en place occultait l'information concernant ces listes et ne souhaitait pas divulguer ces documents. Bien qu'il y ait déjà eu, en la matière, des décisions des tribunaux administratifs polonais qui considéraient que la divulgation de ces documents tombait dans le domaine public et qu'il n'y avait aucune difficulté à les mettre sur la place publique. Swoje postanowienie wydałem już następnego dnia po wydaniu wyroku TSUE. Ma décision a été rendue le lendemain du jour où la Cour de justice a statué. A po 5 dniach minister sprawiedliwości całkowicie arbitralną i w żaden sposób nieuzasadnioną decyzją odwołał mnie z delegacji z sądu okręgowego i de facto degradował do sądu niższej instancji. 5 jours plus tard, je recevais une information de la part du ministère de la Justice comme quoi j'ai été révoqué de mes fonctions de juge au tribunal d'Holstein et que je devais être rabattu en quelque sorte auprès d'un tribunal d'instance inférieure. Po tym odwołaniu następnego dnia wydałem oświadczenie dla mediów, Le lendemain, j'ai donc saisi les médias, w którym podkreśliłem, że prawo do rzetelnego procesu jest dla mnie ważniejsze od mojej sytuacji zawodowej. dans lequel j'ai indiqué que le droit des parties à un procès équitable était pour moi plus important que ma situation personnelle. Powiedziałem też, że sędzia nie może bać się polityków, nawet jeżeli mają wpływ na jego karierę. J'ai indiqué qu'un juge n'avait pas à avoir peur des politiques, même s'il devait tenir compte de sa carrière. I zaapelowałem do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie. Et j'ai même incité mes collègues juges à faire pareillement que moi et surtout de se rappeler du serment qu'ils avaient pris, à savoir de rendre la justice de manière impartiale. Po 2 dniach specjalny rzecznik dyscyplinarny powoływany po tych zmianach ustawodawczych wprowadzonych przez aktualnie rządzących postawił mi zarzuty dyscyplinarne. 2 jours après, je fis l'objet, j'ai reçu la visite du porte-parole de la chambre disciplinaire qui me notifia des poursuites disciplinaires pour ce que j'avais fait. Podstawowy zarzut, jaki mi postawiono, to, że miałem przekroczyć swoje uprawnienia, popełniając jednocześnie przestępstwo kryminalne. Le grief qui m'était avancé, c'est que j'étais sortie de mes fonctions et qu'en réalité, j'avais commis une infraction. Żądając tylko dokumentu z kancelarii Sejmu z tymi listami, tych list poparcia sędziowskich członków Rady Sądownictwa. Je rappelle que ce grief concernait tout simplement ma demande de divulgation de la liste des soutiens des 25 signatures. Dodatkowo postawiono mi zarzut dyscyplinarny, że mówiąc te 3 zdania, między innymi o tym, że sędzia nie może bać się polityków, et qui plus est, du fait que j'avais prononcé la phrase qu'un juge ne doit pas avoir peur des politiques, przekroczyłem, powinienem był takie wystąpienie skierować zdaniem władz tak zwaną drogą służbową, a nie wypowiadać się publicznie.
J'aurais dû préalablement saisir mes instances supérieures pour obtenir l'autorisation de me prononcer publiquement sur cette situation. Już następnego dnia, 29 listopada, prezes mojego sądu zawiesił mnie natychmiast na miesiąc we wszystkich prawach i obowiązkach jako sędziego. Le lendemain, le 29 novembre, le président de mon tribunal, qui était d'ailleurs Tobunel Senja, Nie. Ah, bon, d'accord. Ale członek KRS-u, który... Oui, membre du KRS, donc du Conseil national judiciaire, m'a suspendu pour un mois dans mes fonctions. Prezes sądu zastosował w tym przypadku procedurę, która wcześniej była stosowana w nagłych wypadkach, kiedy łapano sędziego na gorącym uczynku popełnienia poważnego przestępstwa. Le président a utilisé à cet effet une procédure exceptionnelle qu'on utilisait dans des cas extrêmement rares où effectivement un juge pouvait se rendre coupable de faits qui le rendaient indigne à remplir la fonction de juge, par exemple le fait d'avoir été pris en flagrant délit d'ébriété ou bon, des choses de ce type. Voilà. C'était dans ce cas-là que les procédures étaient utilisées. Zakwalifikowanie mojego czynu jako przestępstwa zdeterminowało właściwość Izby Dyscyplinarnej. Le fait que mes agissements aient été qualifiés de criminels a eu pour effet la saisine de la chambre disciplinaire. A Izba Dyscyplinarna, muszę o tym wspomnieć, jest tym szczególnym organem powołanym przy Sądzie Najwyższym, w całości obsadzonym na wniosek neo-KRS przez osoby w dużej mierze wcześniej powiązane z ministrem sprawiedliwości. Et je rappelle simplement pour votre information que la chambre disciplinaire n'est qu'une émanation du KRS, donc du Conseil national judiciaire, où les personnes qui y siègent sont des membres du KRS, donc des néo-juges. Sąd Najwyższy w składzie starych sędziów legalnie powołanych na swoje stanowiska La Cour suprême, composée, elle, en revanche, de magistrats qui avaient été à l'époque légalement désignés, nommés, w międzyczasie tak zwanym wydali orzeczenia, z których stosując test zawarty w tym orzeczeniu TSUE z 19 listopada 2019 roku a rendu une décision que je qualifierais de test suite à l'arrêt de la Cour de justice du 19 novembre précité. I w tych orzeczeniach stwierdzili, że Rada Sądownictwa w Polsce nie jest niezależna. Et la Cour, de manière assez courageuse, a dit que, effectivement, le KRS n'est pas un organe indépendant. A Izba Dyscyplinarna nie spełnia standardów i nie jest sądem w rozumieniu prawa polskiego, jak i prawa europejskiego. Et la chambre disciplinaire n'a pas la qualité d'un organe judiciaire et donc ne peut statuer ni rendre des jugements. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy stwierdził też, że decyzje wydawane przez Izbę Dyscyplinarną nie były i nigdy nie będą mogły być ważnymi orzeczeniami mającymi moc prawną. Qui plus est, la Cour suprême a clairement dit que toute décision émanant d'un tel organe ne devait pas être considérée comme une décision ayant force exécutoire. Voilà. Pomimo tego 4 lutego 2020 roku Izba Dyscyplinarna bezterminowo zawiesiła mnie w obowiązkach i prawach sędziego i odsunęła od orzekania. Malgré cela, en février 2020, la chambre disciplinaire m'a définitivement écarté de mes fonctions de juge. I ten stan trwa do dzisiaj. Przy czym żadne czynności w mojej sprawie dyscyplinarnej nie są podejmowane.
Cette situation est toujours en cours, c'est-à-dire je suis toujours suspendue, je ne peux pas exercer mon métier de juge. Il faut aussi savoir que depuis 2 ans, rien ne s'est passé dans mon affaire. Ça n'a pas bougé. Sam wniosek o ukaranie trafił po ponad roku ale znowu tej nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. Le réquisitoire me concernant est arrivé au sein de la chambre disciplinaire 1 an après. I nic się nie dzieje. Et depuis, plus rien. Oczywiście złożyłem skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Vous pouvez vous imaginer que je n'ai pas hésité de saisir la CEDH. I ta sprawa już została zakomunikowana polskiemu rządowi i jest w toku. Et cette affaire est en cours, le gouvernement polonais en est informé. Natomiast w kraju podjąłem też próbę walki środkami prawnymi. De manière interne, j'ai également tenté de contrer ces décisions par la voie nationale, par le droit interne. I profesor prawa, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie adwokat reprezentujący mnie, wytoczył 2 akcje. Z jednej strony skorzystał ze ścieżki prawa pracy, a z drugiej strony ze ścieżki ochrony dóbr osobistych. Donc, j'ai pris parmi mes défenseurs un éminent professeur de droit à Varsovie, le professeur Romanowski, qui a décidé d'agir à double titre. D'un côté sur le plan du droit du travail et d'un autre côté sur le plan de la confiscation des biens. Powiem krótko, w tej chwili zapadły 2 orzeczenia w 2 oddzielnie tych sprawach, korzystne dla mnie, jedno i drugie nakazujące natychmiastowe przywrócenie mnie do praw sędziego. Je résumerai ça de manière très simple. Dans les 2 cas, 2 décisions positives en ma faveur qui ordonnent ma réintégration aux fonctions de juge. Rozstrzygnięć ostatecznych jeszcze nie ma, ale są prawomocne orzeczenia zabezpieczające moje roszczenia. En tout cas, il existe des décisions qui n'ont pas encore le caractère de force jugée, mais en tout cas, elles existent. Mimo tego prezes sądu, mojego sądu, odmawia wykonania tych orzeczeń. Malgré cela, le président du tribunal dans lequel je siège refuse d'exécuter ces décisions. Pikanterii temu dodaje fakt, że prezes sądu, który nie wykonuje prawomocnych orzeczeń sądowych, jest jednocześnie członkiem tej Krajowej Rady Sądownictwa i to tym członkiem, co do którego już teraz wiemy, że członek ten nie uzyskał wymaganej nawet ustawą liczby poparcia głosów w środowisku sędziowskim. Comme sublime paradoxe, je vous indiquerai que le fameux président qui refuse mon intégration non seulement siège au KRS, au Conseil national judiciaire, mais qui plus est, c'est précisément la personne qui n'a pas réussi à obtenir les 25 signatures pour son soutien. Decyzje prezesa Decyzji prezesa również nie zmieniły orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 i 15 lipca 2021 roku, które już przesądziły całkowicie, jednoznacznie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem i że jakakolwiek działalność Izby Dyscyplinarnej powinna w Polsce ulec wstrzymaniu, a nie została wstrzymana i kolejni sędziowie są zawieszani. Le dit président n'a pas plus été influencé par le fait que la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu 2 autres décisions en 2021 qui ont de manière absolument univoque statué sur le fait que ces organes étaient des organes totalement illégalement constitués, qu'ils n'avaient pas le caractère d'organes de justice pouvant rendre des décisions impartiales et indépendantes. Et ils ont totalement fait fi, il a totalement fait fi de ces décisions.
Uchwałę, którą podjęli moi koledzy z sądu, wzywający prezesa, by dopuścił mnie do orzekania na oczach nas wszystkich sędziów, bo działo się to podczas zebrania i w świetle kamer, które prezes zaprosił, ostentacyjnie podarł. Ce qui a été assez pathétique, c'est que il y a eu le fameux président du tribunal a à un moment donné convoqué les médias et de manière ostentatoire a déchiré devant les caméras les décisions de la Cour de justice. Wszystkie te działania były zgłaszane do prokuratury. Zniszczenie dokumentu. Toutes ces actions ont été dénoncées au parquet, en particulier le fait de déchirer des documents officiels. Naruszanie praw pracowniczych polegających na uporczywym niedopuszczaniu mnie do orzekania. La violation du droit du travail en ce qu'il interdit à un salarié, parce qu'on peut dire ça comme ça, de reprendre ses fonctions. Niedopełnienie obowiązków jako sędziego i prezesa sądu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów. L'impossibilité d'exécuter des décisions passées en force de chose jugée. I wszystkie te zawiadomienia, na skutek tych zawiadomień prokuratura, tak jak wspomniałem, musicie mieć Państwo świadomość tego, upolityczniona prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Malgré ces requêtes qui ont été dirigées auprès du parquet, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, un parquet totalement politisé, eh bien le parquet, devinez, il n'a rien fait. Il n'a pas entrepris des poursuites. Przeciwnie. Rzecznicy dyscyplinarni powołani przez ministra sprawiedliwości zażądali akt sprawy, w tej pracowniczej sprawy, w której zapadło orzeczenie w trybie zabezpieczenia o nakazaniu dopuszczenia mnie natychmiast do orzekania. Zażądali akt. Jeszcze w czasie nie. Prokuratura, tak? Rzecznicy dyscyplinarni. Oui, les représentants de la chambre disciplinaire ont au contraire exigé qu'on lui transmette les décisions concernant le retour de Paweł Juszczyszyn aux fonctions de juge. W czasie, gdy to orzeczenie nie było jeszcze prawomocne. Bien que cette décision ne soit pas encore passée en force de chose jugée. Jednocześnie o te akta wystąpił specjalny Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, tego najwyższego szczebla w hierarchii prokuratury. Parallèlement à ça, un service spécial créé au sein du parquet national judiciaire polonais, qui s'occupe précisément de ces affaires entre guillemets politiques, a également exigé qu'on lui transmette ces décisions. Co przez nas było jednoznacznie czytane jako próba wywarcia presji na orzeczenie sądu. Ce qui, à l'évidence, pour nous, était une manifestation flagrante des pressions qu'entendait exercer le parquet sur la reddition de la décision. Z kolei prezes mojego sądu zawiadomił prokuraturę o tym, że sędziowie wydający takie orzeczenie na moją korzyść popełnili przestępstwo. Nouvelle pression de la part du parquet vis-à-vis des juges qui siégeaient sur l'affaire de Paweł. Ils ont clairement indiqué que si une décision contraire à celle qu'ils attendaient était rendue, il ferait l'objet de poursuites pénales. O tych okolicznościach mój pełnomocnik profesor Romanowski poinformował w liście otwartym Werę Jourową. Le professeur Romanowski a donc décidé d'informer les instances européennes de ce fait.
I w tym piśmie wymienił innego zastępcę niż rzecznika dyscyplinarnego, niż ten, który faktycznie zażądał akt sprawy bydgoskiej, z tej sprawy pracowniczej. Il a commis une erreur dans cette lettre puisqu'il a désigné un autre représentant de la chambre disciplinaire que celui qui s'occupait de l'affaire. I tenże rzecznik dyscyplinarny w tej chwili wytoczył przed sąd prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. Et cette personne a donc introduit une instance en diffamation. Pomimo, że sam ten zastępca rzecznika dyscyplinarnego podobne działania podejmował w innych sprawach. Żądał akt celem wywarcia presji na sąd przed jeszcze podjęciem rozstrzygnięcia przez sąd. Bien que lui-même, ce représentant de la chambre disciplinaire, et lui-même se soit lui-même adonné à ce genre d'agissement, à savoir demander des documents sous pression. Mógłbym mnożyć przykłady i bardzo dużo opowiadać, wiem, że nie mam czasu. Je sais que je n'ai pas de temps, donc je voulais juste vous dire cela. Je pourrais vous citer des exemples à l'infini de ce qui se passe. Je ne suis pas le seul. J'ai beaucoup de collègues qui font l'objet de ce type d'agissement. Powiem na koniec, w kontekście SLAP-u. W Polsce w tej chwili obowiązuje ustawa kagańcowa, która systemowo, ustawowo zakazuje sędziom badać, czy obywatel w Polsce ma zagwarantowane prawo do niezawisłego, bezstronnego sądu i rzetelnego procesu. Juste pour finir, et notamment pour conclure sur la thématique du SLAP, il faut que vous sachiez qu'en Pologne, il existe une nouvelle loi qui s'appelle la loi Bayon. Et la loi Bayon, en fait, nous empêche, nous les juristes, et en particulier les juges, de vérifier l'impartialité et l'indépendance des organes qui rendent les décisions. I dlatego przywrócenie w Polsce fundamentalnej praworządności jest dla nas sprawą priorytetową. C'est pour cela que, pour moi, évidemment, le retour à l'état de droit en Pologne est une question absolument fondamentale. Jako sędziowie polscy stoimy na straży, jednocześnie sędziowie europejscy stoimy na straży praw człowieka i wolności obywatelskich. Nous, les juges européens, nous sommes au premier front de la défense des libertés citoyennes et des libertés tout court. Płacimy za to wysoką cenę, ale gotowi jesteśmy ją zapłacić. Nous payons un prix élevé, mais nous sommes prêts à le payer. I liczymy na wasze wsparcie. Et nous comptons sur vos soutiens. Merci. Monsieur Justitine, non, attendez, je souhaite rebondir là. Vous avez ce témoignage, il est, je pense qu'on est tous saisis. On vous en remercie. Surtout, il illustre combien ces actions d'intimidation peuvent aller loin, combien elles sont graves. Ça illustre aussi combien les instances européennes sont un rempart, un soutien, peuvent l'être. Et enfin, le courage par des condamnations, par les actions. Je pense que les juridictions européennes, en tout cas, ne ferment pas les yeux. Et surtout, je pense, et vous l'avez compris avec la réaction que nous avons eue, le courage que vous avez et que nous saluons.
et dont il faut faire preuve pour justement combattre ces abus. Voilà. Et la restitution de ces biens à l'humanité. En attendant, je vais me tourner sans désemparer vers Monsieur le vice-bâtonnier du barreau de Paris, Vincent Gnorré, dont nous connaissons tous l'implication et l'engagement sans faille pour la défense de la défense. Et je vous laisse la parole, Monsieur le vice-bâtonnier. Merci beaucoup, Madame la bâtonnier Christina. Aujourd'hui, c'est une belle journée, une grande journée. Merci, cher Laurent, parce que j'ai à ma gauche un grand homme et un magistrat incroyable, d'un courage impressionnant et qui me renvoie directement à la formule de Robert Badinter. Pour un avocat, le courage, c'est l'essentiel, ce sans quoi le reste, donc le talent, ne compte pas. Et j'ai été ravi de l'entendre dire « Un juge n'a pas à avoir peur des politiques. Un juge n'a pas à tenir compte des politiques, même s'il craint pour sa carrière. » Et on pourrait dire la même chose des avocats. Et sous le contrôle de Madame la bâtonnière, Julie Couturier, notre ami, dont je ne vais pas écorcher le nom, Pavel Yushijin, eh bien, est invité, Madame la bâtonnière. Julie, tu confirmes? Donc, à notre journée, l'avocat acteur d'une Europe qui protège par le droit, le 10 février prochain à la Maison du Barreau. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que... Oui, non, mais notre discours, le discours de notre ami nous renvoie directement à une expérience personnelle vécue, mais dans le cadre de l'exercice par délégation des fonctions de bâtonnier. Comment résister à l'intimidation judiciaire? D'abord, qu'est-ce que l'intimidation judiciaire? À la différence de l'exemple polonais, en France, l'intimidation judiciaire n'est pas forcément le fait d'un gouvernement. Elle peut être le fait tout simplement d'un avocat qui porte plainte au pénal contre un autre avocat. Elle peut être le fait d'une perquisition qui est consécutive au dépôt de cette plainte pénale. Si bien que la réplique qui s'impose est nécessairement judiciaire, car l'état de droit en France permet cette réplique judiciaire qui n'existe pas en Pologne. Et ce qui est important dans ce jeu d'acteurs, demandeurs et défense, et c'est l'essentiel de mon propos, c'est le rôle du bâtonnier tel que la CEDH l'a défini. Après que la chambre criminelle de la Cour de cassation l'ait défini, mais bien après que les bâtonniers eux-mêmes l'aient défini, car la chambre criminelle est composée de magistrats qui lisent des ouvrages. Et en 1975, je l'ai déjà dit, mais ces propos-là prennent toujours une saveur particulière lorsqu'on écoute un témoignage comme celui de notre ami Pavel. C'est le bâtonnier Payen qui, dans son gros bouquin de déontologie, qui nous servait de guide à l'époque, Louis de Gauche, tu t'en souviens, dans les années 80, bref, qui définissait le bâtonnier en matière de perquisition comme un défenseur des droits de la défense et du secret professionnel. En 1975, et personne n'en a rien fait jusqu'à ce que la Chambre criminelle, à la faveur d'une QPC déclarée irrecevable par la Chambre criminelle déposée par le bâtonnier Jérôme Diroux en 2003, vienne, alors déclarer irrecevable cette QPC parce que le bâtonnier n'est pas une partie à la procédure, mais vienne le consacrer comme un auxiliaire de justice en charge d'une mission de protection des droits de la défense. Et c'est là que les choses se gâtent. Donc, protection des droits de défense à l'occasion d'une perquisition pour la défense du secret professionnel, donc de notre ADN, de notre indépendance. Et c'est dans ce contexte-là que sont intervenues jurisprudentielles, des audiences devant le juge des libertés et de la détention, qui est le juge de la contestation des saisies en perquisition, bref, sont intervenues des audiences houleuses,
qui ont entraîné de lourds incidents. Et pour ce qui me concerne, à un moment donné, après des années d'incidents, des poursuites disciplinaires par une procureure générale qui se plaignait d'avoir elle-même été outragée alors qu'elle n'était pas à l'audience, que l'audience était à huis clos, qu'une avocate pleurait, et beaucoup d'avocats ont pleuré. Je n'ai jamais vu un avocat faire pleurer un magistrat en France. J'ai vu plusieurs magistrats faire pleurer plusieurs avocats en France, à huis clos, dans des cabinets de juges des libertés et des détention. C'est une réalité à l'occasion de la défense du secret professionnel, quels que soient les griefs portés contre l'avocat. Puisque le bâtonnier est un chevalier à 2 épées, autorité de poursuite, il a les pouvoirs du procureur, mais il est aussi un défenseur des droits de la défense. On peut lui faire des confidences sans qu'il les trahisse. Il a le droit de se dédoubler ou de déléguer sa fonction à un délégué du bâtonnier ou au vice-bâtonnier, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'intimidation, elle peut venir du gouvernement, elle peut venir d'une plainte portée par un avocat, et elle peut venir d'un magistrat investi d'un pouvoir disciplinaire de poursuite, qu'est le procureur général, qui pète les plombs parce qu'il a le pouvoir de péter les plombs. Et on retrouve donc dans la description qui est faite de ce juge malfaisant qui n'arrête pas de persécuter notre ami, eh bien, la description d'un comportement qu'on peut vivre en France. Mais la France, c'est la patrie des droits de l'homme, et personne n'est critiquable. Et un procureur général pourra toujours vous dire que l'avocat a outragé et qu'il est normal qu'il soit poursuivi, puisqu'il a trahi ses principes essentiels de délicatesse et de tout ce que l'on voudra. Alors que l'exercice des droits de la défense donc, est pratiqué donc, en contestation de perquisition. Alors d'où la notion de courage dont nous parle Badinter, qui lui-même, dans l'affaire Buffet-Bontemps, que fait-il Robert Badinter? Il verse au débat des pièces annulées, qu'il ne peut pas produire au débat, peine de sanction, puisque de sanctions disciplinaires, mais il prend ce risque et il s'explique en disant qu'importe, il fallait que je le fasse. Et son client est quand même condamné à mort, mais peu importe. Mais il l'a fait. Donc il y a une défense transgressive, comme il y a une fonction de juger qui est transgressive en Pologne. Et moi, je me retrouve dans ce qui est décrit là, sans faire preuve d'égoïsme, mais je me retrouve dans le portrait qui est fait par notre ami de sa situation. Alors, aujourd'hui, nous nous battons pourquoi? Pourquoi je rappelle le rôle du bâtonnier? Et tu me coupes la parole si je suis trop long, hein. J'arrête dans 2 minutes. J'offre mon temps de parole à notre ami polonais. Eh bien, non, ce que je veux dire, c'est que nous nous sommes battus récemment. Pourquoi? Avec le CNB, avec la conférence des bâtonniers, à la faveur de cette réforme sur le secret professionnel. Ce n'est pas sur le secret professionnel, une réforme sur le système des perquisitions en France. Eh bien, dans les cabinets d'avocats, c'était uniquement ça ce qui était l'objet de la réforme. Nous nous sommes battus, pourquoi? Pour que le bâtonnier soit présent en matière de secret dit du conseil, dans les hypothèses de corruption, trafic d'influence, blanchiment, etc., on connaît ça par cœur, pour que le bâtonnier soit encore là pour contester. Nous nous sommes battus pour que soit rappelée l'évidence de l'exercice du droit de la défense, alors que le porteur du projet est un ancien avocat qui est garde des Sceaux. C'est ça le débat en France aujourd'hui. Il a fallu nous battre, et nous nous sommes battus. J'ai un nombre, je n'ai pas calculé les heures, mais j'ai passé un temps fou pour que finalement, l'évidence soit admise. Et nous avons passé un temps fou, tous ensemble. Donc ce combat d'ailleurs était un facteur d'unité de la profession, et c'est tant mieux. Et ce que je veux dire, c'est que les cabinets d'affaires ont été très inquiets et ont découvert qu'il y avait un secret du conseil qui était malmené, mais nous l'avons écrit depuis 2007 déjà, que le secret en matière de conseil est mort depuis très très longtemps, encore aujourd'hui, où le JLD à Paris juge que c'est du conseil, donc ce n'est pas du secret professionnel, et qu'il importe peu de savoir s'il y a un indice ou pas de la participation de l'avocat, et que le document sera versé en procédure parce qu'il est utile à la défense. Donc nous en sommes encore là, au mois de décembre. Au mois de janvier, des décisions sont actuellement rendues. C'est-à-dire que notre travail pour restituer le secret est essentiel, fondamental, quotidien, d'où la répétition de l'évidence. Notre rôle aujourd'hui, c'est de répéter l'évidence et de nous fatiguer nous-mêmes à répéter les évidences, à travailler sur les évidences de manière inlassable. Alors, la réponse à l'intimidation judiciaire, elle est judiciaire. Pour ce qui me concerne, si le nouveau procureur général de Paris, à la faveur du départ en retraite de l'ancienne procureure générale, n'avait pas arrêté les poursuites, il l'a fait. Je réponds à des questions qui m'ont été posées tout à l'heure. Il est évident que j'avais une réponse judiciaire qui était une réponse pénale. Ne nous laissons pas faire. La réponse, elle est pénale. La réponse, elle est devant le CSM, face
à ce que j'estime être une prise illégale d'intérêt. Un magistrat n'a pas bâillonné la défense. On parle de loi Bayon, de procédure Bayon, et c'est ça, bâillonner la défense. Donc la défense des avocats en matière intrusive, en détournant son pouvoir disciplinaire pour lui-même, et uniquement pour lui-même, pas pour les autres magistrats. Parce que les autres magistrats ne voulaient pas de poursuite disciplinaire, mais pour lui-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, il exerce ce pouvoir-là. Si une telle situation devait se reproduire, elle engendrerait, quel que soit notre statut, une réplique forte, presque brutale, judiciaire. C'est-à-dire que nous ne changerons pas la formule. Et j'en suis d'autant plus conforté, et j'en termine si vous voulez, et j'en suis d'autant plus conforté que notre ami vient de nous livrer le témoignage qui est le sien. Que faut-il éviter? La contagion. Et alors en France, nous avons, c'est vrai, des magistrats courageux aussi, qui sont soucieux de leur indépendance et qui sont nos alliés aussi, pas tous, certains. Bon, je ne parle pas des questions d'ordre sociologique, de crise de la justice et des manifestations communes récemment, je parle d'autre chose, de combat pour la préservation du secret professionnel, car nous avons un juge des libertés et de la détention qui aussi protège les avocats, pas tous les jours, mais dans quelques cas particuliers, certains magistrats du siège donc ont fait la démonstration de ce qu'ils voulaient protéger la profession d'avocat, et à plusieurs reprises, en matière de secret, en matière de secret du conseil, 100% de restitution de pièces, et en matière d'exercice de droit de défense, lorsqu'une présidente d'audience veut à mon secours pour témoigner en ma faveur, disant que dans ce rôle-là, j'étais dans mon rôle d'avocat. C'est-à-dire que la police de l'audience veut au secours de la défense. C'est magnifique lorsqu'on entend le témoignage de notre ami Pavel. Donc attention aux dérives, nous serons là pour veiller aux dérives, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons renforcer avec Julie, Madame la bâtonnière, le dialogue avec la magistrature. Et il est vrai qu'aujourd'hui, celles et ceux qui, à un moment donné, ont exercé des poursuites sont les mêmes qui vous serrent la main, qui vous donnent du poing, et vous sourient, les soins gentils, juste un point de contact, et qui vous sourient de la même manière. Et il faut travailler donc ce dialogue-là aussi pour normaliser nos relations, étant précisé que si une formation commune doit avoir lieu avec la magistrature, elle doit être centrée essentiellement sur la définition du secret professionnel et sa traduction pratique, comme en font les avocats pour préserver ce secret en pratique. Et c'est ça l'essentiel, à mon avis, de notre relation avec eux. Mais j'ai peut-être été trop long. Jamais trop long. Jamais trop long sur ces sujets, et si on peut faire le lien avec, dans cette journée que nous vivons aujourd'hui, avec les propos du juge Guillaumard de ce matin, qui rejoignent parfaitement ce que tu as évoqué à l'instant, oui, sur cette unicité de notre secret professionnel, et sur, j'ai retenu le mot sanctuarisation, il me semble, oui, de la relation qu'il a utilisée, et je pense qu'on est véritablement dans des sujets essentiel et au cœur de des combats que nous devons continuer à mener inlassablement, comme ça a été relevé, et avec effectivement l'exemple du juge Justine. Je me tourne sans désemparer encore et encore vers mon confrère Mathieu Boissavy, avocat au barreau de Paris et vice-président de la commission Liberté et Droits de l'Homme du CNB. Je te laisse la parole, Mathieu. Merci, Madame le bâtonnier. Merci la DBF, merci Laurent Petiti, ainsi que Célia, Yasmine, tous ceux qui ont organisé cette très belle journée. Merci également à notre bâtonnière du barreau de Paris, ma bâtonnière, Julie Couturier, mon vice-bâtonnier, Jérôme Gavaudan, ainsi que Bruno Blanquer pour la conférence des bâtonniers. Et je parle ici en mon nom et au nom également du Conseil national des barreaux. Et c'est au nom du Conseil national des barreaux, monsieur le juge Pavel Chouchichine, je veux vous dire combien ce que vous nous avez dit nous a marqué, combien c'est important et combien
nous souhaitons bien sûr suivre cette affaire, votre affaire, vous suivre. Et j'informe qu'avec bien sûr l'autorisation de Laurence Roch, la présidente de la Commission Liberté et Droits de l'Homme, que nous allons vous inviter, vous auditionner au sein de la Commission Liberté et Droits de l'Homme et du Conseil national du barreau. Celui-ci a déjà pris une résolution il y a quelques mois sur l'état de droit en Pologne. Mais nous allons également regarder votre dossier et allons encore plus loin. Je pense qu'il faut, mais je sais déjà que les associations professionnelles de magistrats en France ont certainement déjà entendu parler de votre affaire. Nous savons qu'elles se mobilisent pour la situation de magistrats en danger, comme nous nous mobilisons pour des avocats en danger dans le monde, et notamment récemment en Turquie, encore une fois. Je pense que ces associations professionnelles de magistrats en danger doivent se mobiliser également pour vous. Et je vais en parler à quelques magistrats qui sont dans ces organisations afin que vous puissiez être également entendus et soutenus dans le cadre de vos recours juridictionnels. Nous ne lâcherons pas cette affaire. Alors, c'est bien sûr, votre affaire est une illustration terrible de l'intimidation judiciaire. Vincent, tu te posais la question, qu'est-ce qu'une intimidation judiciaire? Je voudrais reprendre un peu les propos de ceux qui, pour la première fois, en ont parlé, c'est-à-dire les Américains et les Québécois. Alors, comment une action en justice peut-elle être l'instrument, l'objet même d'une injustice? Comment un débat judiciaire peut-il avoir pour but non pas la recherche de la vérité et un échange contradictoire entre des acteurs qui ont des prétentions différentes et légitimes, mais pour seul objectif de harceler, ruiner, parfois, en tout cas décourager et faire taire la partie adverse, l'intimider? Comment distinguer ces actions judiciaires abusives des autres qui sont légitimes? C'est tout l'objet de notre débat sur les intimidations judiciaires, ce que les Américains dénoncent comme étant des slaps, c'est-à-dire des gifles, pour le traduire de manière... L'acronyme SLAP, ça veut dire Strategic Lawsuits Against Public Participation, mais ça fait référence à une gifle qu'on inflige à quelqu'un, et que nous traduisions en français par des poursuites bâillons. Je crois que le mot dit lui-même ce que ça veut dire, c'est-à-dire on agit judiciairement contre quelqu'un afin de l'intimider, de le faire taire. Je disais, ce concept-là est né en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, à l'occasion de poursuites que nous avons commencé à voir en France arriver, surtout à partir des années 2000. Quelles sont les circonstances, les caractéristiques de ce type de poursuite? C'est d'abord une action qui concerne un sujet d'intérêt général, une question dans le débat public, qui donne naissance à une poursuite. À l'origine, c'est en quoi? C'est ça, et vous allez voir les illustrations, qui donne naissance à une poursuite judiciaire, généralement engagée par une entreprise ou une organisation puissante, on va dire, qui a les moyens financiers, qui a des moyens financiers importants de le faire, et à destination contre un journaliste, une association, une organisation de défense des droits de l'homme, pour la protection de l'environnement, enfin, quelqu'un qui parle et qui proteste contre une situation, contre l'activité d'une entreprise. Une poursuite judiciaire engagée dans ce cadre-là, entre ces acteurs-là, et qui a pour objet de demander des sanctions ou pénales ou bien des dommages à intérêts d'un montant très élevé, en tout cas disproportionné par rapport au préjudice éventuel invoqué,
ou bien de lancer de multiples procédures, ou des procédures coûteuses, en tout cas, qui ont pour but de faire pression et de ruiner psychologiquement ou financièrement celui qui en fait l'objet. Quels sont les types de fondements juridiques dans ce type de poursuite? Eh bien, nous avons le plus souvent, en France, la diffamation. Nous avons également les actions en dénigrement de produits et services. Et nous avons également, ça s'est vu, des actions en contrefaçon. Pour ce qui est de la contrefaçon, je voudrais citer deux cas célèbres, deux affaires de 2003 et de 2008. C'était les affaires contre une association d'une grosse entreprise de pétrole dans le secteur pétrolier contre l'association Greenpeace. Et Greenpeace avait engagé une campagne de protestation contre les activités de cette société et avait utilisé, dans le cadre de cette campagne de communication, des logos, les logos et la marque de cette société. Et cette société a agi en contrefaçon. Et dans les deux cas, la Cour d'appel de Paris, alors il y avait une société pétrolière et puis une autre dans le secteur nucléaire. En fait, il y avait deux procès, mais dans les deux cas, la Cour d'appel de Paris ne s'y est pas trompée et elle a dit que, attendez, certes, l'association a utilisé vos droits sur des marques et logos sur lesquels vous avez des droits de propriété intellectuelle, mais le but n'était pas de faire de la confusion, n'était pas, mais de s'exprimer. Nous faisons primer la liberté d'expression sur les droits de propriété intellectuelle. Deuxième type d'affaires, c'est les affaires engagées à titre de dénigrement. L'objet, c'est pareil, vous avez quelqu'un, un activiste, l'affaire dont je vais parler, en l'occurrence, c'était contre des sociétés, une société qui produisait des pistolets électriques. Une association avait dénoncé ce produit, avait protesté contre la dangerosité de ce produit, et la société avait engagé une action en dénigrement, c'est-à-dire, à la différence c'est-à-dire lorsqu'on porte un propos qui dénigre, qui jette le discrédit sur un produit ou un service, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil aujourd'hui. Eh bien, là encore, la juridiction française a dit non. Ce propos, certes, est dénigrant, mais il est prononcé non pas pour faire par un concurrent du plaignant, mais pour parler d'une question d'intérêt général. Et donc là encore, c'est la liberté d'expression qui prime sur les droits de ne pas être dénigrés. Et puis vous avez, et c'est le plus courant, l'action en diffamation. Alors, je vais illustrer par une affaire que je connais bien parce que j'ai été l'avocat de celui qui a été poursuivi. Et si je peux en parler, c'est parce que cette affaire est parue dans la presse. Il y a de nombreux articles qui ont parlé de cette affaire, et cela a même donné lieu à une action du ministère de l'Enseignement et de la Recherche que je vais évoquer, puisqu'ensuite il y a eu un rapport et des propositions qui ont été faites contre les poursuites Bayon. En l'occurrence, il s'agissait d'un professeur de droit qui avait fait un commentaire d'une décision d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné des sociétés pour des faits de pollution. Et un appel avait été engagé contre cette décision. Against this decision, but before the Court of Appeal made the decision, the law professor had made a comment about this decision of the justice, and the companies that had been condemned for pollution made actually a complaint about libel, slander, defamation. They said I say what it's meant by defamation is when you accuse somebody against the fact or the consideration or the honor of somebody, and when you say to somebody he has made a criminal offense, of course you attack his honor. The company said
you said in your comment that the decision is that it is a defamation, the libel suit, and this left to big emission. And then I was speaking about here a lawsuit to muzzle a plaint with you know the procedure which is in defamation. There is a particular procedure in the instruction. In France, again, there is an automaticity of mise en examen. So the judge cannot, it's very rare to say that he can say, I consider that there is no reason to make pursuit, to launch a procedure. No, he has to do it. He has. And it's the Court of Justice that takes the decision in the end. So, actually, it is evident that the civil parties, juge d'instruction, had to be confronted with. So the professor was under a procedure. So you can. The Court of Justice has simply said, okay, they're free because they didn't mean any bad things at the invocation. So the Court of Appeal, I forgot to say it, the court condemned the civil parties for damages for abusive proceedings. And what is remarkable is that the Court of Appeal has confirmed the judgment and said, but on a different basis. It has estimated, I give you the motivation, can be useful in the case of suit for muzzling. It has considered that it didn't want to see if there was defamation or not, and for the following motive: as soon as person animosity is not implied against the moral or physical person, or the or words which has nothing to do with the cause, you will have to remember that notion, because we will have to see it in the law from 181, when there is no wording which are nothing to do with the cause, which if there is no person animosity about the people that are the complaint is about, the fact that there is an article like this is an attack on the liberty of expression for the professor. So this is why he's relaxed, is considered free, and the condemnation have been confirmed. And so you see, I wanted just to tell you, give you a few examples. I'll leave you work with some. I will evoke some proposition under the direction of Mr. Mazot, which inspired the work on this subject. So, you asked me, in how far can the lawyers be attacked or be intimidated judicially in France? Well, the lawyers, in their defense activities, when we protect and defend our clients, we have pressures that are exerted on us from the media, but also sometimes from the judiciary system under different formats, disciplinary action sometimes, civil proceedings from the adversaries of our clients, and also sometimes from the public authorities. And the
activities of the case of Pavel is one such issue. And what can we do in libel cases and also cases where the violation of the professional disciplinaire? J'attire votre attention sur le plan suivant. La loi confiance qui vient d'être votée le 22 décembre dernier prévoit qu'aujourd'hui, les actions disciplinaires peuvent être plus largement engagées. Pourquoi? Parce que les tiers, et parmi les tiers, eh bien, c'est pas forcément nos clients qui peuvent se plaindre contre nous, c'est les tiers. Et donc, de manière générale, ça peut être aussi l'adversaire de notre client, mais pourquoi pas quelqu'un d'autre? Ce sera la jurisprudence de le définir. Les tiers peuvent se plaindre auprès des autorités de poursuite disciplinaire, en l'occurrence le bâtonnier. Si le bâtonnier n'ouvre pas de procédure disciplinaire, eh bien, ce tiers peut se plaindre auprès du procureur général, et si celui-ci n'ouvre pas, eh bien, il peut, par la loi, saisir directement l'instance disciplinaire. Donc, n'en doutons pas, chers consoeurs et chers confrères, nous allons voir fleurir des tas d'actions disciplinaires abusives et mal fondées. Et je vous le dis aussi, malheureusement, la loi ne prévoit pas de sanctions, à mon avis, efficaces contre ce type de poursuite. Certes, le président de l'instance disciplinaire peut, de manière sèche, rejeter des actions qui manifestement seraient mal fondées, mais avec les recours, il n'y a pas, à mon avis, de sanctions. Alors, je crois que hein? Est-ce que je peux reprendre la parole après ou pas? Non, pas vraiment, en fait. Allez, j'avance? Je termine. Bon. Comment s'en défendre? Comment s'en défendre? Alors, très rapidement. Comment s'en défendre bien de ces actions judiciaires abusives dans l'attente de la nouvelle législation européenne, puisque nous sommes dans cette attente-là. Hein. Aujourd'hui, nous avons, pour les avocats, bien sûr, c'est la protection de l'article 41 de l'immunité judiciaire. Quand les propos de l'avocat ne sont pas étrangers à la cause, devant une juridiction, eh bien, à ce moment-là, nous avons l'immunité. Et j'espère que la jurisprudence de la Cour de cassation va changer, parce que depuis la loi nouvelle sur l'instance disciplinaire, la loi dit clairement que l'instance disciplinaire est une juridiction, ce que personne n'en doutait auparavant, mais je veux dire par là que nous savons aujourd'hui que même si l'avocat est protégé d'actions civiles ou pénales en matière pour ses propos prononcés devant les juridictions, il reste que la Cour de cassation juge encore que cette immunité ne s'applique pas aux actions disciplinaires, contrairement au Conseil d'État pour les médecins. J'espère que cette jurisprudence va évoluer, qui est, à mon avis, contre allégem. Bon, c'est un autre point. Donc, comment s'en défendre de ces actions? J'ai évoqué tout à l'heure. Alors, lorsque vous êtes acquis en diffamation, il y a bien sûr donc l'exception de vérité, la bonne foi, les demandes reconventionnelles, l'article 472 du Code de procédure pénale pour demander des dommages et intérêts en cas de procédure d'abus de constitution de partie civile. En matière civile, c'est l'article 32-1 du Code de procédure civile pour demander d'abord une amende civile de 10 000 € maximum en cas d'action judiciaire abusive, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. Mais vous avez également, ne l'oubliez pas, l'article 434-8 du Code pénal qui dit toute menace ou acte d'intimidation envers un magistrat, envers également un avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Est-ce qu'une poursuite bâillon, une action judiciaire abusive ou disciplinaire contre un avocat est constitutive d'une intimidation telle que le définit ce texte? Je pense qu'on peut l'interpréter de cette manière, mais ça pourrait être donner lieu à débat. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir à un délit spécifique dans ces cas-là. Vous avez également, bien sûr, l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse. Mais là encore, il faut démontrer que celui qui a porté plainte contre l'avocat
a dénoncé un fait faux de manière consciente, sciemment. La porte est étroite, souvent, c'est le problème d'un débat. Bon. Enfin, vous avez, aujourd'hui, ne l'oubliez pas non plus, l'article 800-2 du Code de procédure pénale, avec la loi nouvelle du 22 décembre 2021, qui vous permet, en cas de relax, de demander à la condamnation de la partie civile à payer les frais du procès. Ça, c'est important parce que nous ne l'avions pas auparavant. Enfin, il y a le pendant de l'article 475 du Code de procédure avec cet article 800-2. Le prévenu relaxé peut demander la condamnation de la partie civile à payer les frais du procès, donc les honoraires de l'avocat. Enfin, il faudra, je crois, et j'en terminerai par là, regarder s'il ne peut pas y avoir une adoption d'une législation spécifique du type de celle qui a été adoptée pour les lanceurs d'alerte par la loi Sapin 2, et notamment la possibilité, dans cette loi, pour le juge d'instruction, de prononcer des non-lieux lorsqu'il y a des poursuites contre des lanceurs d'alerte qui sont manifestement mal fondés. Et de prononcer aussi des amendes. Hein, des amendes. Voilà, Madame le bâtonnier, ce que vous voulez dire sur le sujet. Merci. Oh, merci beaucoup pour cette mise en perspective très concrète et surtout voilà, d'avoir mis l'accent sur les possibilités qui existent quand même, les moyens d'action pour faire sanctionner ces abus qui existent déjà, à développer, ça c'est clair, mais en tout cas, on a déjà dans notre arsenal quelques éléments et quelques moyens. Je me tourne vers Ania Gouttière, maître Ania Gouttière, que nous avons déjà entendu comme interprète tout à l'heure, mais qui a également un témoignage personnel à apporter, avocate au barreau de Paris, d'origine polonaise. Vous êtes présidente honoraire de la Chambre de commerce polonaise en France. Et justement, il y a peut-être cette perspective transfrontalière, alors encore avec la Pologne, de votre expérience comme avocate de intimidation judiciaire à l'égard de vos clients et peut-être des différences, effectivement, que vous avez pu constater entre la France et la Pologne à ce sujet. Oui, je vous remercie beaucoup, Madame le bâtonnier. Bonjour à tous. Merci encore de m'avoir invité. Je vais être extrêmement brève parce que je vais essayer de compléter un petit peu ce que vous a dit Paweł tout à l'heure. Effectivement, j'ai une certaine expérience de travail transfrontalier entre la France et la Pologne. Et je voulais vous donner un peu une perspective d'un point de vue avocat. Nous sommes pour la plupart des avocats ici aujourd'hui. Nous parlons d'intimidation et je voulais compléter par rapport à ce qu'a dit Paweł sur le malheureux sort des juges en Pologne, pour parler aussi un petit peu des avocats. Alors, vous avez bien compris que le système politique en Pologne est un système quelque peu populiste et autoritaire qui viole les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques. Et le pouvoir vise à contrôler en fait toutes les sphères de la vie publique, en particulier les tribunaux, bien entendu, qu'ils souhaitent mettre sous la botte du pouvoir, l'administration aussi, et les médias. Et je vais en parler un petit peu des médias tout à l'heure. Ce sont des agissements, vous l'aurez compris, qui sont assez impensables, mais c'est chose commune aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que les intimidations en vue des dénonciations et délations de citoyens, parce qu'il y a un énorme clivage au sein de la société polonaise, on parle en Pologne de ceux qui sont des nôtres et les autres. Donc c'est vraiment un clivage. Et il faut savoir que ces intimidations et ces dénonciations pour des motifs politiques sont choses courantes aujourd'hui en Pologne. Je crois qu'il faut en parler. Je l'ai vécu avec mes propres clients qui ont fait l'objet de certaines intimidations de la part de personnes qui venaient gentiment leur rendre visite en disant bah, écoutez, si vous faites ou vous nous dites telle ou telle chose, vous ne ferez pas l'objet d'ennuis, on vous cherchera pas l'époux, nous savons très bien que vous n'êtes pas de notre bord, mais si vous nous donnez telle ou telle information ou si vous nous dites telle ou telle chose, eh bien nous vous laisserons tranquille.
Ça, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. J'ai également vu des pressions pour obtenir des aveux sous peine d'arrestation. Ce sont également des systèmes d'intimidation absolument inadmissibles. Il y a des écoutes. Alors, les écoutes, on en a parlé, on est concerné par cela évidemment en France, mais il faut savoir que les avocats en Pologne sont régulièrement aujourd'hui mis sous écoute. C'est extrêmement préoccupant, mais j'ai également des cas tout à fait classiques aujourd'hui, typiques, à Varsovie, où les avocats sont mis, des avocats en particulier qui s'engagent au fondement de la défense, notamment de personnes comme Pavel, de juges, qui sont aujourd'hui mis sous écoute. Il y a également d'autres intimidations sous forme de confiscation arbitraire d'actifs. C'est ce que j'appelle les pressions économiques. On en a parlé tout à l'heure avec Pavel, mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui est très commun sur la forme des pressions qui sont exercées sur les citoyens. Le pire, c'est que tout ça, c'est fait sous le diktat des parquets qui, comme vous l'avez bien compris, sont politisés, qui agissent en toute impunité. Alors, là-dessus, je répondrai que j'ai une immense, mais vraiment une immense... excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je salue l'immense courage de mes confrères polonais, puisqu'ils remplissent un rôle traditionnel et fondamental. Rappelons-nous, en 1980, comment les avocats polonais se sont engagés dans la défense des grévistes de Solidarność. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que cet élan que nous avons connu dans les années 80, elle est en train en Pologne de ressurgir. Les avocats se sont énormément associés pour se lier dans la défense et dans la défense surtout des valeurs européennes et démocratiques. Au travers de la création d'associations, je ne citerai ici qu'une association dans laquelle je me suis également engagée et que je salue, qui s'appelle Wolne Sądy, traduit du polonais « tribunaux libres ». Il y a un grand nombre d'avocats polonais qui se sont engagés dans Wolne Sądy dans la défense des juges qui étaient poursuivis disciplinairement. Ce sont d'ailleurs ces avocats-là qui sont là pour défendre Pavel et ses confrères, parce qu'il n'est pas le seul, évidemment, c'est l'un des plus emblématiques parce qu'il a été le premier, mais il y a d'autres juges qui sont poursuivis. Il y a aussi la défense des confrères brimés. J'ai actuellement 2 confrères à Varsovie qui font l'objet de poursuites disciplinaires. Nous attendons les décisions et il est peut-être possible, ils ne sont pas encore allés jusqu'à les suspendre, mais c'est tout à fait possible que cela arrive. Donc on s'y attend. Et si ça arrive, il va falloir que nous, au sein des barreaux européens, qu'on se mobilise, parce que c'est la Pologne, on est quand même en Europe. Il y a l'association Justicia, qui est une très ancienne association des juges polonais, Justicia, qui a pris énormément d'ampleur et qui est très engagée également dans la défense des droits des juges, dont Pavel. Et puis, il y a le KOS, KOS, le Comité de la défense des tribunaux, qui regroupe 14 associations et qui fait des actions, je dirais, ponctuelles et également générales de la défense de l'état de droit et du système des valeurs européennes. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est faire juger les décisions rendues par des organes non reconnus, non indépendants, inconstitutionnels ou nuls, par rapport aux décisions qui ont été rendues par la CJUE ou la CEDH. Deuxième objectif, c'est introduire des recours tous azimuts et élaborer des axes communs de la défense. Donc on se concerte pour élaborer les fondements juridiques des requêtes, des assignations, de tous les actes juridiques, de manière à faire quelque chose qui tienne la route. Protester contre les écoutes et les pressions et médiatiser
ça c'est très important, médiatiser tout cela sur des plateformes indépendantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mainmise sur les médias polonais. Actuellement, il se déroule une bataille importante parce qu'il y a un organe américain qui est encore indépendant, TVN, qui est une chaîne polonaise qui est le dernier rempart où il y a encore des informations non étatiques, non contrôlées et qui est actuellement visée de manière extrêmement désagréable par le pouvoir en place. J'en dirai pas plus, mais il y a également énormément d'organes de presse indépendants par Internet et Wolne-Sądy, donc cette association d'avocats, a pris sur elle de médiatiser sur ces plateformes indépendantes ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les citoyens ordinaires, pour eux, tout ce qui concerne le tribunal constitutionnel, les histoires de conflits entre juges, etc., pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est difficile de faire expliquer à un citoyen lambda quel est l'enjeu, le véritable enjeu. Alors, les avocats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une idée de génie. Les Polonais sont généralement très inventifs. Vous vous souviendrez de ce fameux placard publicitaire du plombier polonais avec « Venez chez moi », vous vous souviendrez de ça. Ils ont souvent beaucoup d'imagination. Eh bien, les avocats polonais ont une imagination sans borne puisqu'ils ont décidé de tourner quelques petites vidéos, des films. Ils en ont tourné d'ailleurs beaucoup sur comment l'impact de l'indépendance judiciaire peut avoir sur la vie des citoyens. Ils ont tourné des petites scénettes de tous les jours pour expliquer aux citoyens lambda que s'il avait un litige avec un voisin, eh bien, s'il tombait devant un juge qui était copain avec le voisin, parce qu'il était du même parti et qu'il était du même bord, eh bien, il risquait d'obtenir une décision défavorable. Tout ça, c'est des petites choses de tous les jours qu'il faut. C'est une façon de lutter contre le système, mais c'est très important. Et ces films ont eu un énorme impact sur la prise de conscience. Donc, justement, prise de conscience, c'est aussi gagner la confiance de la société. Il faut dire que, comme je vous ai dit, la société polonaise est extrêmement clivée. C'est pas aussi clair et net. Oui, certes, le PiS est au pouvoir, c'est en train un peu de changer, le climat politique change, mais cette sensibilisation de la population sur les valeurs fondamentales de l'Europe, parce que la population est à 85% quand même favorable pour rester dans l'Union européenne. Je ne pense pas personnellement, et Pavel partage mon point de vue, je ne pense pas que la Pologne soit prête pour le Polexit. On ne dit pas que c'est impossible, tout est toujours possible, mais à la date d'aujourd'hui, ce serait un trop gros risque pour que la Pologne sorte. Donc nous n'y croyons pas, en tout cas à court terme. Toujours est-il qu'il faut absolument mobiliser et multiplier les opposants à ce système. Alors, actuellement, les avocats polonais, je vais rapidement passer là-dessus, ils sont face à un énorme challenge. Vous vous souvenez qu'on vous a dit que la CJUE et la CEDH, mais surtout la CJUE, qui a statué sur l'illégalité des organes qui rendent ces décisions. Placez-vous à la place des avocats polonais. Ils ont un dilemme terrible. D'un côté, ils devraient effectivement refuser de se soumettre aux décisions judiciaires d'organes qui ne sont pas légalement formés. D'un autre côté, nous, en tant qu'avocats, nous sommes là aussi pour défendre les intérêts des clients. Donc on est dans cette dichotomie pour savoir qu'est-ce qu'on fait. On remet en cause tout ça au risque que ça parte dans des arcanes judiciaires, d'autres instances judiciaires de remise en cause systématiquement, d'aller devant la CEDH, etc. Ou est-ce qu'on respecte le souhait de notre client qui est d'obtenir une décision rapide? Je pourrais vous en parler, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine, on en a parlé tout à l'heure, du droit de la famille pour un simple divorce, que ce soit dans un litige commercial. On a véritablement un problème là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui prime. Est-ce que c'est l'état de droit ou est-ce que c'est l'intérêt du client? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est en âme et conscience que chacun des avocats agit là-dessus. Alors, l'avenir, c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Avec Pavel, tous les deux, et je pense que d'autres personnes autour de nous qui sont engagées dans cette bataille, si je puis dire,
nous sommes quelque part optimistes. Il faut rester optimiste. Les Polonais sont des optimistes, vous le savez bien. Solidarité est arrivée après je ne sais combien d'années de communist rule, comme on dit. Eh bien, nous pensons que les choses vont changer. On ne sait pas quand. On espère le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas non plus faire ça au prix d'un compromis. Nous ne pouvons pas nous permettre, personne, ni vous, ni nous, ni la Pologne, ne peut se permettre d'accepter des compromis. Il est extrêmement important de ne pas céder et de ne pas transiger sur les valeurs fondamentales. Rappelez-vous cela, parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et même si un nouveau pouvoir arrive en place en Pologne et qu'il devait à un moment donné dire « Oh, bah, il vaut mieux peut-être oublier, on va un peu laisser de côté pour ne pas que la société soit de nouveau divisée, etc. » Il ne faut pas céder là-dessus. Ça, c'est mon humble avis. Enfin, en ce qui concerne les attentes des avocats polonais, évidemment, ils sont en attente de vos soutiens. Ils sont en attente de la médiatisation de la situation en Pologne et surtout ils sont en attente à ce qu'ils pensent pour la plupart que les sanctions telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui par l'Union européenne peuvent porter leurs fruits et leurs effets. C'est vrai que le portefeuille parfois ça vaut la peine. C'est malheureux, c'est très malheureux parce que c'est tout l'avenir et comment dirais-je le développement de la Pologne qui risque d'en souffrir, mais en même temps peut-être que ce sera un moyen justement de faire pression pour ce changement. 32 ans depuis la libération de la Pologne, 89, le mur de Berlin tombe, et c'est juste pour terminer sur cette note. Rappelons-nous, rien n'est jamais acquis. La démocratie est quelque chose d'extrêmement fragile. En 2014, j'avais invité au barreau de Paris Lech Walesa. Nous étions en liesse. Nous fêtions la libération de la Pologne 25 ans après, avec sa fulgurante croissance économique, avec tout ce qui s'est passé 25 ans. Aujourd'hui, 32 ans après, j'ai quelques doutes et je suis très triste de ce qui se passe dans mon pays d'origine. Il faut sauver l'état de droit, comme l'a dit Jérôme Gavaudan, il faut le sauver. Et pour terminer, je voudrais citer une petite phrase que m'a dite Pavel hier. Il m'a autorisé à le citer. Il me dit, moi j'aimerais bien, écoutez cela, j'aimerais bien qu'il y ait un 11e commandement. Et le 11e commandement pour nous tous serait « Ne sois pas indifférent ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ania, pour ce témoignage et d'avoir mis comme ça, effectivement, en perspective ce devoir de vigilance, ce devoir de coopération et d'action pour que cette construction européenne, cet espace reste attaché aux valeurs et qui font nos démocraties depuis 1945. Voilà, je me tourne vers... Parce que nous n'ignorons pas que dès lors que la liberté d'opinion est bafouée, les journalistes sont une cible, malheureusement, de choix, très souvent, de premier rang même. J'ai le plaisir d'accueillir M. Paul Copin, responsable des affaires juridiques au sein des Reporters sans frontières. Je vous laisse tout de suite la parole, M. Copin, pour ce regard presse sur le sujet. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion. Alors, Reporters sans frontières, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, est une organisation qui défend la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, et tous ceux qui incarnent ces idéaux, c'est-à-dire les journalistes dignes de ce nom. Alors, effectivement, de très nombreux journalistes aujourd'hui sont confrontés à l'intimidation judiciaire, à des procédures judiciaires abusives, en France, en Europe, partout dans le monde. Et de nombreuses études tendent à montrer que la tendance s'accroît. C'est le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui constatait en 2021 qu'effectivement le phénomène s'accroît. Alors je pense qu'il faut d'abord souligner que toutes les procédures judiciaires contre les journalistes ne sont pas des procédures judiciaires abusives. Les journalistes sont responsables de leurs propos, de leurs écrits.
la liberté d'expression n'est pas un droit d'absolu, c'est un droit qui connaît des restrictions légitimes. Une personne qui considère que sa réputation ou ses droits ont été bafoués par une publication journalistique est légitime à demander réparation. Donc, loin de moi et loin de RSF l'idée de dire que tous ceux qui poursuivent des journalistes cherchent à intimider les journalistes ou à limiter le débat public. L'idée doit être de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, les droits des individus, la défense de la réputation des individus, le droit d'agir en justice, et de l'autre côté, la liberté d'expression. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, comme je disais, nous constatons un très grand nombre de cas de poursuites judiciaires ou de menaces de poursuites judiciaires qui visent des journalistes du fait de leur travail, des procédures qui sont engagées par des individus, des entreprises ou des entités publiques qui font l'objet de l'enquête du journaliste, des procédures qui se présentent ou qui se déguisent comme cherchant à défendre le droit de l'individu qui l'exerce, mais qui, en réalité, et souvent très clairement, cherchent à intimider le journaliste, à le dissuader d'enquêter, à dissuader l'ensemble de la profession d'enquêter et de publier sur la personne en question, à dissuader avec la menace de dommages et intérêts, si le journaliste est condamné, qui peuvent être extrêmement importants, et le dissuader même par la menace de procédures judiciaires extrêmement longues qui peuvent impliquer des frais extrêmement conséquents en termes de frais d'avocat, de frais de déplacement, de voyage, même si le journaliste n'est finalement pas condamné. Et tout ça ayant l'objectif de faire taire le journaliste, l'empêcher, le dissuader de s'exprimer sur la personne ou l'entité en question. Ces procédures sont vraiment des abus du droit, puisqu'elles ne cherchent pas à avoir recours à la justice pour qu'elle reconnaisse qu'un droit a été violé, mais elles cherchent à utiliser la justice, à détourner la justice et les procédures existantes pour faire taire les journalistes. Et aujourd'hui, il semble que les procédures bâillons sont devenues l'arme favorite des riches et des puissants pour dissuader et exercer des représailles contre tous ceux qui enquêtent sur eux et qui s'expriment sur eux. Alors, très souvent, les journalistes ne sont pas condamnés. Les juges reconnaissent le sérieux de l'enquête journalistique, l'intérêt public de l'enquête du journaliste, mais pour autant, le mal est fait. Le risque pour des procédures judiciaires abusives, c'est pas tant le risque de condamnation, même s'il existe, très clairement, notamment dans les pays où la justice n'est pas exactement indépendante, ou dans les pays où la justice peut être corrompue. Mais le risque, avant même le risque de condamnation, c'est le risque d'obliger le journaliste à dépenser une énergie, un temps et un argent considérables pour exercer sa défense, une énergie, un temps et un argent qu'il ne peut pas consacrer à exercer son métier, qui est de faire de l'enquête journalistique. Et c'est de l'argent qui peut ruiner le journaliste, qui peut tuer le média. Ce qui est extrêmement préoccupant à une époque où la profession de journaliste devient de plus en plus précaire et où la situation financière de nombreux médias est extrêmement fragile. Donc aujourd'hui, les procédures bâillons sont un outil extrêmement efficace pour faire taire les journalistes. Et le problème, en fin de compte, c'est un problème pour les journalistes et les médias, mais c'est un problème pour le droit du public à l'information. Si les journalistes sont dissuadés d'enquêter, c'est le droit du public à connaître d'une information qui est atteint. Donc c'est vraiment un problème démocratique. Les procédures bâillons contre les journalistes sont un réel problème pour la démocratie. Alors je ne vais pas être trop long. Je ne peux pas vous donner une liste exhaustive de tous les cas de procédures judiciaires abusives contre les journalistes. Ça serait impossible. Il y a des cas dans à peu près tous les pays. En France, en Allemagne, en Irlande, en Slovénie, Suède, Croatie, Estonie, Belgique, Bulgarie. Je peux juste vous donner quelques exemples. Pas plus tard que ce matin, on m'a demandé de relire un communiqué de presse qu'on va publier aujourd'hui ou demain, qui concerne des affaires en Bulgarie. D'une part, 2 journalistes qui sont poursuivis pour offense à un juge, pour avoir publié sur les comportements
un peu à la marge d'un juge et qui ont été condamnés à 30 000 € de dommages et intérêts, ce qui pour un petit média d'investigation indépendant est extrêmement conséquent et risque de tuer le média. Dans une autre affaire, c'est un autre média bulgare qui risque d'être condamné à 500 000 € de dommages et intérêts pour une enquête sur une société d'investissement. Donc on voit que c'est vraiment des risques très conséquents. Comme autre exemple, j'aborderai bien l'exemple un peu historique du journaliste français Denis Robert, qui enquêtait sur l'affaire Clearstream dans les années 2010, qui a fait l'objet sur 10 années de 63 procédures judiciaires pour injures, calomnies et diffamation dans 5 pays. Ça a pris 10 ans de sa vie, ça lui a coûté des dizaines de milliers d'euros, tout ça pour qu'il soit à la fin blanchi par la Cour de cassation, totalement. Mais pendant 10 ans, son travail de journaliste a été sérieusement entravé. Et l'impact psychologique qu'il peut y avoir sur quelqu'un qui travaille à informer le public, à faire une enquête sérieuse, et à se voir harcelé pendant 10 ans, sous toutes les formes possibles et imaginables, ça peut vraiment décourager le journaliste, et il faut être aussi courageux et obstiné que Denis Robert pour continuer à exercer ce travail. Autre exemple, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée en octobre 2017, et qui, au moment de son assassinat, faisait l'objet de 47 procédures en diffamation par l'ancien Premier ministre et des personnalités proches de l'ancien Premier ministre. Et particularité du droit maltais, ces procédures en diffamation se poursuivent aujourd'hui contre les héritiers de la journaliste, malgré le fait qu'elle ait été assassinée. Donc 47 procédures contre une journaliste. En Pologne, le cas du quotidien Gazeta Wyborcza, qui est très critique du pouvoir, qui depuis 2015 a fait l'objet de 55 procédures, notamment en diffamation, par tout un nombre d'acteurs proches du parti au pouvoir. Et last but not least, je ne peux pas mentionner les procédures Bayon sans évoquer le champion toute catégorie de la discipline, qui est l'industriel français Vincent Bolloré, qui a fait de la pratique de l'attaque contre les journalistes, le fait d'attaquer les journalistes qui enquêtent sur lui ou le critiquent, une pratique absolument systématique. Depuis 2009, c'est une cinquantaine de journalistes, de médias, de patrons de presse, mais aussi d'avocats, de photographes, d'ONG, qui ont été poursuivis par Vincent Bolloré pour diffamation, dénigrement commercial, harcèlement, puisqu'il y a un journaliste qui enquêtait sur Vincent Bolloré, qui a fait ce qu'on appelle du contradictoire, c'est-à-dire avant de publier un article, qui appelle Vincent Bolloré pour recueillir ses observations sur le contenu de l'article qui va être publié. Donc il a cherché à joindre Vincent Bolloré, quelques coups de fil, quelques SMS. Vincent Bolloré, avant même la publication, l'a attaqué pour harcèlement. Et un exemple très récent, qui concerne Vincent Bolloré, et qui concerne RSF. RSF, il y a 2 mois, a publié un documentaire sur Vincent Bolloré qui s'appelait le Système B, dans lequel un ancien journaliste de Canal+, qui appartient à Vincent Bolloré, un ancien journaliste de Canal+, qui s'appelle Jean-Marie Rivoire, décrivait les méthodes de management de Vincent Bolloré. Jean-Marie Rivoire a été aussi sec, attaqué par une des entreprises de M. Bolloré, devant les prud'hommes. Donc M. Vincent Bolloré fait preuve d'une réelle inventivité quand il s'agit de chercher à faire taire les journalistes et d'intimider les journalistes. Voilà, donc les procédures judiciaires abusives contre les journalistes sont extrêmement nombreuses. Elles concernent à peu près tous les pays. Les moyens pour les journalistes de se protéger face à cette situation sont largement insuffisants. Les moyens pour dissuader ceux qui cherchent à exercer de telles procédures sont également largement insuffisants. Et je pense que ça sera l'objet de la suite de nos discussions. Et je vous remercie. Merci beaucoup à tous. On clôture en un mot de la table ronde. Laurent, la table ronde.
On a vu la réalité, la gravité de ce phénomène des intimidations judiciaires par ces témoignages, je trouve saisissants, et surtout la nécessité, je pense qu'ils ont mis ça en lumière, de ne pas être indifférent, comme le disait Maître Gouttière, et de contribuer et de continuer, nous, avocats, véritablement, à ce que l'Europe continue à développer les outils pour lutter contre ce phénomène plus qu'inquiétant. Voilà, je vous remercie tous de votre attention.